Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan d'automne de la Ligue 1 2025-2026. En effet, 16 journées des 17 journées de la phase aller ont été jouées. Je trouvais ça important de revenir sur ce qui s'est passé dans ce début de saison et qu'on se projette également dans le futur sur ce qui va se passer. Alors dans cette vidéo, on va revenir de manière générale sur ce qui s'est passé dans ce début de saison et ensuite on étudiera équipe par équipe. Et en fin de vidéo, bien évidemment, je vous donnerai mes pronos pour la suite de la saison. Alors accrochez-vous bien, prenez votre petit verre d'eau tout simplement et on est parti directement. Et je voulais commencer avec la minute stat. C'est un truc que j'ai pu trouver sur le site de la Ligue 1 qui nous donne les occurrences des scores. Par exemple, le 1-0 a été le score dans 17,4% des matchs, ce qui est assez grand. Et de l'autre côté, le 0-1 dans 9% des cas. Donc on voit que la Ligue 1 est quand même un championnat assez ouverte tout de même, mais quand même avec des scores plutôt fermés. On voit le 1-0, le 2-0, le 2-1 qui domine. Peut-être pas autant qu'un championnat comme la Serie A, mais plutôt pas mal. Et surtout, la stat qui m'intéresse énormément, c'est que un match sur deux qui se joue à domicile est une victoire à domicile pour l'équipe à domicile. En effet, 51,4% de victoires à domicile depuis le début de saison, ce qui représente 74 victoires. Et donc, on voit bien que dans le foot, oui, jouer à domicile est un réel avantage. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est vraiment... Il y a vraiment d'autres explications que cet aspect psychologique de jouer derrière les supporters, de jouer dans son terrain, de jouer chez soi, et plus le voyage, etc. joue vraiment, mais on voit que ça a un réel impact. Donc aussi, on peut voir que les matchs nuls, pour les parieurs qui sont parmi nous, si tu joues 5 matchs nuls sur 5 matchs de Ligue 1, normalement les stats disent que tu auras au moins un de bon, et en sachant que les matchs nuls sont souvent plus cotés du fait qu'un match, les deux équipes veulent le remporter, et bah c'est plutôt quelque chose d'intéressant à faire. Maintenant, on va s'intéresser au classement, ce qui nous intéresse le plus, et la première chose qui nous saute aux yeux, et oui, le Paris Saint-Germain n'est pas premier de Ligue 1, c'est bien le RC Lens qui n'est pas encore champion d'automne, puisque champion d'automne c'est être champion après les matchs de la phase aller, il en reste un, donc le PSG peut potentiellement repasser dessus, mais c'est déjà un exploit pour le RC Lens de Pierre Sage qui a réalisé un début de saison exceptionnel. Il y avait eu cette défaite, certes, lors de la première journée face à Lyon, sur le score d'1-0. On se souvient d'un but de Mikotadze. Mais derrière, Lens a réalisé un très très beau début de saison. Il y a aussi cette défaite face au PSG. Mais derrière, on gagne face à l'OM. On gagne face au LOSC. Et avec la manière dans le derby 3-0. Donc il y a cette défaite face à Lyon, on gagne face à Rennes, on gagne face à Strasbourg. C'est des grosses victoires pour le RC Lens qui lui permettent aujourd'hui d'être premier avec un point d'avance sur le PSG. Certes, c'est pas une avance qui t'assure d'être champion à la fin de la saison ou qui te donne vraiment beaucoup d'espoir, mais c'est déjà beaucoup très très positif quand on sait que Lens aimerait accrocher une Coupe d'Europe à 37 points avec pas mal de points d'avance sur le reste. On peut se dire que Lens, s'il continue comme ça, pourra accrocher largement l'Europe et pourquoi pas titiller le PSG pour le titre de champion. On y reviendra dans mes pronos, mais le RC Lens en tout cas est très très bien parti. Après, c'est des équipes plutôt classiques qu'on attendait dans cette partie de tableau. Le Paris Saint-Germain bien évidemment, l'OM, le LOSC, l'Olympique Lyonnais, Rennes, Strasbourg. Toutes ces équipes, on pouvait les envisager dans le top du classement. On voit que Nice, par exemple, par contre, qu'on aurait pu imaginer bien plus haut et que dans mes prédictions, j'avais mis 5e de Ligue 1, se retrouve actuellement 13e. Pareil pour Monaco qui est un peu décroché 9e. Après, on a des équipes plutôt surprises, Toulouse, Angers. On aura l'occasion d'y revenir équipe par équipe. C'est pourquoi on va se pencher maintenant sur le tableau des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs à mi-parcours. Et on voit que deux Marseillais dominent ces classements. On a d'abord Mason Greenwood, auteur de 11 buts. On rappelle bien évidemment qu'il tire les pénaltys, ce qui permet justement d'amplifier un peu ses stats. Mais ça, il n'empêche que pour l'instant, Greenwood réalise un très très gros début de saison. Il est performant avec l'OM, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, et c'est tout ce qu'on attend de lui. Donc il mérite sa première place pour l'instant au classement des meilleurs buteurs. Est-ce que quelqu'un peut vraiment l'embêter? On a Esteban Le Paul qui a été transféré d'Angers à Rennes et qui réalise un très très bon début de saison avec Rennes. Il n'a pas perdu de temps pour se mettre en route et il est même passé devant Panicelli qui est pour l'instant la sensation de ce début de saison en Ligue 1, même si ces derniers temps il y a une panne du côté de l'attaquant argentin. On a également Hudson Edouard qui marque de plus en plus, qui je crois a marqué un doublé lors de son dernier match. On a également Pavel Schulz qui est également en forme du côté de l'OL, et heureusement puisque l'OL avait beaucoup de mal avec les buteurs ces derniers temps. On voit Wesley Saïd également qui est présent et Ivan Kebal qui est clairement le bijou, le diamant de cette Ligue 1 dans ce début de saison.
À noter également la non-présence d'un joueur parisien, puisque Paris n'a pas forcément un buteur à titrer, puisque c'est bien Gonzalo Ramos qui est la plupart du temps remplaçant, qui est meilleur buteur de cette formation. Tout le monde marque au Paris Saint-Germain et ça se reflète dans le tableau des meilleurs buteurs. Du côté des meilleurs passeurs, un autre Marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on aurait pu attendre dans le tableau des meilleurs buteurs, mais qui se retrouve meilleur passeur. Après, la marge n'est pas forcément haute, on a 5 passes décisives pour être premier, et il y en a 4 qui sont égalité. On a également Vitinha. Inutile de présenter sa qualité de passe à notre ami Vitinha. On a également Udol qui est aux portes de l'équipe de France. Udol qui est revenu après 4 blessures des ligaments croisés. C'est exceptionnel, il réalise une saison incroyable sous Pierre Sage avec Lens. Il symbolise cette équipe de Lens qui est à la fois collective mais également individuelle. On parle de la force collective, mais il faut noter qu'il y a 2 joueurs de Lens dans les meilleurs passeurs, 2 joueurs de Lens dans les meilleurs buteurs. On a également Valentine Barco, inutile également de présenter sa force. Et Kebal qui est présent donc dans les 2 tableaux et qui est le seul joueur de cette liste à être présent dans les 2 tableaux. On va commencer avec mon top 3 des matchs que j'ai pu regarder au début de saison. Désolé s'il n'y a pas forcément un match qui vous a ébloui. C'est un classement plutôt subjectif et surtout en fonction des matchs que j'ai vus. C'est impossible de regarder tous les matchs de toutes les journées. Donc voici les matchs qui m'ont marqué. On commence avec la J3 où il y avait eu ce Toulouse-Paris Saint-Germain qui s'était soldé sur un 6-3. C'était un match exceptionnel, c'était un match rempli de buts et c'est ce qu'on adore quand on regarde du foot. Mais c'était surtout la masterclass de Joao Neves qui était venu planter un triplé. Non pas un triplé avec un penalty, un tapis, non. 2 retournées acrobatiques et une frappe pleine lucarne. Magnifique, magistrale. Je pense que il y aura le but de la saison dans ce match et il y aura surtout la performance individuelle de la saison et ça lui avait valu un 10 sur 10 dans l'équipe si je ne dis pas de bêtises. La J10, Paris FC OL, alors que l'OL était venu poser un classique sur la pelouse de Jean-Bouin, mené 3-0, ils se sont fait remonter 3-3 et c'était un gros match, un match très intéressant à regarder. Et on finit avec l'Olympique Lyonnais qui avait reçu le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais qui avait réalisé une très très belle performance, qui avait tenu tête aux Parisiens. On revoit sur cette image le lob de Maitland Niles sur Chevalier, incroyable, qui avait pris la défense du Paris Saint-Germain dans leur dos. C'était un match exceptionnel en J12, gâché peut-être par les polémiques d'arbitrage sur cette faute de Vitinha sur Tessman. Il y a également ce but de Kvaratskhelia, etc. Mais en tout cas, c'était quand même un très beau match, un très beau dimanche soir sur Ligue 1+. On va commencer donc maintenant par s'attaquer équipe par équipe et on va commencer par revenir sur ce leader surprise, sur cette équipe de Lens qui est éblouissante. Et il y a un 11 qui commence à se dégager, c'est celui que je vous ai mis sous les yeux, c'est celui du dernier match. On a un gardien solide, un Robin Risser qui réalise un très bon début de saison et qui fait partie des 3 meilleurs gardiens de Ligue 1 pour sûr. Ça peut se taper avec Rouli, Diouf, même si c'est compliqué du côté de Nice, qui réalise quand même au début de saison. Il y a toujours Samba. Donc, ça se tape au niveau des meilleurs gardiens. Mais en tout cas, Robin Risser, ça c'est sûr, réalise un très bon début de saison. La défense centrale est très très solide avec un Sarr qui est juste exceptionnel. Au milieu de terrain, c'est également très solide. Un Thomasson qui était déjà très bon du côté de Strasbourg, se métamorphose du côté de Lens, est juste exceptionnel. Un très bon passeur, un très bon finisseur parfois. En tout cas, c'est un très très beau milieu de terrain avec Sangaré qui réalise lui aussi un début de saison exceptionnel. Sur le côté gauche, je vous en ai déjà parlé, inutile de remettre une couche, mais Udol réalise un début de saison stratosphérique. Aguilar qui est là depuis plus longtemps que les autres, mais Aguilar qui réalise un très bon début de saison et qui se fond parfaitement dans le dispositif de Pierre Sage. Comment ne pas parler également de Florian Thauvin qui réalise un comeback exceptionnel. C'était un peu perdu du côté de l'Udinese. Il était certes assez bon, mais c'était pas non plus le Florian Thauvin qu'on a connu. Il y a eu également cette période au Mexique, et là il revient en Ligue 1 pour tout casser. Et je pense que dans sa tête, Lens joue le titre, et il a bien raison, puisque Lens est actuellement premier de Ligue 1. Wesley Saïd, qui était souvent un remplaçant, un super sub intéressant, s'impose de plus en plus comme un titulaire, mais qui devra batailler pour cette place de numéro 9, puisqu'on aura Hudson Edouard, qui était passé du côté de l'Écosse, qui est passé du côté de la Première Ligue et qui s'épanouit pleinement du côté du RC Lens où il peut faire parler ses qualités de la tête, du pied, de finisseur. En tout cas, c'est une très très belle équipe de Lens et j'ai hâte de voir où ils vont aller. On y reviendra dans la partie prono, mais je pense que Lens peut réaliser un truc très 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 gros cette saison. On passe au PSG, le PSG que je qualifierais en décompression. Il y a eu cette saison 2024-2025
qui d'ailleurs n'est pas terminée puisque le PSG continue de recevoir des récompenses pour sa saison stratosphérique, meilleur club, meilleur milieu de terrain, meilleur attaquant, ballon d'or, Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe intercontinentale, bref, un tas de trophées pour le Paris Saint-Germain, et j'ai l'impression que cette année, c'est l'année de la décompression. Est-ce que cette décompression va être assez forte au point de perdre la Ligue 1, ou est-ce que la rotation va suffire? Parce que quand on regarde cette équipe du Paris Saint-Germain sur le dernier match, on a du mal à retrouver l'équipe de l'année dernière. On avait un Donnarumma au cage qu'on a préféré remplacer par un Chevalier qui ne jouait plus, puisque c'était Safonov qui était titulaire. On a Hernandez qui est titulaire sur le côté gauche à la place de Nuno Mendes. On a Pacho, titulaire indiscutable, qui est encore présent. Zabarni qui remplace un Marquinhos qui a également eu des soucis physiques. Hakimi qui s'est blessé et qui maintenant est à la canne, remplacé par un Zaïre Emery. Et même si Zaïre Emery fait un très très bon boulot sur le côté droit, c'est pas non plus Hakimi. Au milieu de terrain, on a Fabien Ruiz qui n'est pas non plus le Fabien Ruiz de la saison dernière. Vitinha qui continue certes dans ses œuvres. On a des petits jeunes qui poussent avec Mbaye qui est maintenant du côté du Sénégal pour disputer la CAN avec son équipe. Njantou qui pousse également. Gonzalo Ramos qui gratte quelques minutes selon les absents. Et Kangin. Quand on sait que le PSG avait attaqué sa finale de Ligue des Champions avec Dembélé, Désiré Doué et Désiré Doué, on se dit qu'on en est loin du compte et on se demande si on va revoir un jour cette équipe vu les blessés. Donc c'est très très difficile du côté du Paris Saint-Germain d'avoir son équipe type, mais pourtant ça fait quand même le taf parce que si on revient sur le classement, ils sont quand même à 1 point du RC Lens. Il n'y a pas eu beaucoup de défaites, il y a eu cette défaite à Monaco qui est assez inquiétante, il y a eu cette défaite dans le Classico où certes Marseille a bien joué, mais c'est surtout le PSG qui avait pas mal d'absents et qui était la tête autre part au théâtre du Châtelet. Donc on peut se poser des questions sur ce PSG. Attention non plus à pas trop décompresser et perdre un titre. Mais je pense que quand les matchs vont s'enchaîner, quand on va arriver dans février, mars, avril, ça peut être la saison où le PSG, enfin la période où le PSG enchaîne et peut se faire peur face à une équipe du RC Lens qui n'a aucune Coupe d'Europe à jouer, qui aura seulement la Coupe de France. Donc attention au PSG à ne pas se faire surprendre comme ça a pu être le cas en 2017 où il y avait une année exceptionnelle de Monaco ou encore en 2021 où Lille avait profité d'un PSG un peu appauvri. Maintenant, la course à l'Europe, on a vu qu'il y avait pas mal d'équipes qui étaient en course encore pour l'Europe. Alors on va s'y intéresser, on va commencer par Marseille. Marseille, il faut le dire, réalise un bon début de saison. Il y a eu quelques gâchis, certes, mais il y a eu un très très bon début de saison. Il y a cette victoire dans le Classico face au PSG qui fait énormément bien dans les tests. Il y a cette Ligue des Champions, on avait peur de mal commencer, il y a eu cette victoire face à l'Ajax qui a fait du bien, et même si on s'est fait peur, derrière il y a eu cette erreur d'Emerson face au Sporting, il y a eu pas mal de petits problèmes en Ligue des Champions, ça a été résolu, il y a cette victoire dans la difficulté à Newcastle, il y a cette victoire face à l'Union Saint-Gilloise, et il y a la promesse, pourquoi pas, d'un barrage à ce qu'on affronte encore Liverpool et on se déplace à Bruges du côté de Marseille. Donc Marseille est dans la bonne voie, Marseille, même si on parle de difficultés financières du côté de Marseille, pour l'instant sur le terrain, on voit une belle équipe, on voit une équipe qui joue collectif, on voit une équipe qui applique de plus en plus les principes de Roberto De Zerbi et ça fait extrêmement plaisir, porté par des individualités exceptionnelles, Greenwood, Rouli, Pavard qui un peu plus en difficulté, Højbjerg. En tout cas, on a de la qualité du côté de Marseille, on a des joueurs qui ont envie et pourquoi pas aller chercher un titre. Pour moi, si Marseille va chercher un titre, ce sera peut-être en Coupe de France. Ligue 1, ça me paraît très compliqué en sachant que tu joues la Ligue des Champions en même temps. Mais pourquoi pas accrocher un barrage, un huitième, un quart de finale de Ligue des Champions, ce qui serait une très belle saison pour l'OM, avec un titre en Coupe de France, je pense qu'il signerait tout de suite. De l'autre côté, on a une équipe qui nous a fait extrêmement peur, il faut le dire. Il y a la DNCG qui les a annoncés en Ligue 2, il y a eu tous ces problèmes autour de l'OL, et pourtant ils sont encore là, ils sont encore en lutte pour l'Europe, on leur attendait, on leur promettait une difficulté pour le maintien, et pourtant ils sont encore là, portés par une équipe courageux, un griffe dans les cages qui arrête plein de pénaltys et qui est très solide. On a une défense centrale, Niakate, Clinton Mata, les deux qui sont à la CAN, mais les deux qui ont réalisé un début de saison exceptionnel. On a un milieu de terrain, le triple T, Tessman, Morton, Taylor Morton et Tolisso qui se comporte en réel capitaine et qui porte cette équipe. On a certes une attaque plus en difficulté, on a un Malik Fofana qui a été blessé mais qui va pas tarder à revenir. On avait Pavel Schulz qui a longtemps hésité, Satriano qui était dans le doute. On a eu un Alfonso Moreira qui nous a offert un moment de lumière face à Strasbourg et ce but du 2-1 au Groupama Stadium. Mais ça y est, tout semble résolu puisque on annonce, et c'était annoncé, l'arrivée d'Hendrick
à Lyon. Hâte de voir ce qu'il va faire et vous allez voir dans mes pronos, mais je suis plutôt confiant pour cet Olympique Lyonnais et surtout pour l'intégration d'Hendrick à Lyon qui voudra sûrement tout casser pour intégrer la liste de Carlo Ancelotti à la Coupe du Monde. On a d'autres équipes également qui jouent l'Europe. On a le droit à Lille qui réalise un début de saison que je qualifierais de mitigé. Je m'explique. Il y a eu des gros cartons. Il y a eu le 7-1 face à Lorient. Il y a eu le 6-1 face à Metz. Il y a eu pas mal de gros matchs pour le LOSC. Mais dans les gros matchs, c'était plus compliqué, j'ai trouvé. Il y a eu ce match face à Lens qui est une abomination, où ils perdent 3-0 dans le derby qui a fait très mal. Il y a ce match face au PSG qui était prenable avec les Titi, où il y a seulement un partout et tu t'en remets un exploit d'Ethan Mbappé. On a ce match face à Marseille, certes cette victoire, mais c'est pas non plus flamboyant. Donc cette équipe de Lille, j'ai du mal à la juger. Je sais que Lille finira européen l'année prochaine, mais j'ai du mal à savoir quelle Coupe d'Europe. Parce que Lille est capable du meilleur comme du pire. Je ne sais pas comment va être géré Giroud, puisque j'ai l'impression qu'il bloque un peu quand même la progression d'un Igaman. J'ai hâte de voir quelle suite de saison va faire Haraldsson. En tout cas, j'ai plein d'interrogations du côté du LOSC et j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter dans cette course à l'Europe. Ils peuvent accrocher pour moi la Ligue des Champions, ça va être compliqué, comme ils peuvent accrocher la Ligue Europa ou la Conference League, en sachant justement qu'ils jouent l'Europa League, qu'ils sont classés, qu'ils iront certainement dans les barrages ou alors directement en 8e, à voir comment on va gérer Lille cette partie de saison. De l'autre côté, on a un Rennes, comme Lyon, qui a eu des difficultés, de grosses difficultés. On a annoncé Abibail out avant d'enchaîner je ne sais combien de succès d'affilée. Cette équipe de Rennes est passée de je ne sais pas conclure mes matchs, je ne sais pas tenir un résultat, à une équipe qui est très 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 solide, portée par un Rongier en forme, portée par un Brice Samba toujours éblouissant et qui a trouvé son numéro 9, Esteban Le Paul, aligné avec Mbolo. Ça fait des dégâts. On a écarté Ludovic Blas, on a écarté Fofana et Abibail a trouvé la solution. C'est une équipe très très solide, à ne pas sous-estimer. Kader Maïté, le super sub exceptionnel. On a Altamari qui réalise aussi le Jordanien un début de saison exceptionnel. Alors j'ai hâte de voir où peut aller Rennes. J'avais prédit une bonne saison de Rennes, mais est-ce que ça peut être une très très belle saison pour Rennes? Ce serait aux hommes d'Abibail de nous le montrer. En tout cas, j'ai hâte de suivre cette équipe de Rennes qui nous a montré des forces. Il y a eu certes des faiblesses, il y a eu ce match face au Paris Saint-Germain qui est pour moi une erreur tactique de la part d'Abibail, mais qui a été derrière gommé, corrigé par une équipe de Rennes qui a su se relever. Et enfin, j'identifie deux autres équipes qui sont dans la course à l'Europe. Strasbourg qui avait super bien commencé, porté par un Panicelli en feu. Après, il y a eu cette polémique des mégas, il y a eu ces matchs un peu plus compliqués. On a du mal du côté de Strasbourg à enchaîner, on a du mal. Mais la force de Strasbourg, ce sera, je pense, en Conference League, où Crystal Palace a un peu plus de mal en ce moment, où Crystal Palace est un peu plus en difficulté. Strasbourg a une vraie chance. Et je pense, et c'est mon avis, je pense que Strasbourg, avec le Paris Saint-Germain, sont les meilleures chances de trophée européen cette saison. De l'autre côté, on a un Monaco qui a très très mal commencé, un Monaco qui avait pourtant fait un mercato plutôt intéressant, mais tout ne s'est pas avéré comme fonctionnant. Il y a eu des blessés, il y a eu des difficultés en défense centrale, il y a eu ce retour de Pogba poussé, et encore retardé. Et il y a surtout ce drame, ce flop d'Ansu Fati qui avait super bien commencé avant de même pas être conservé par l'AS Monaco. On a un Biret qui réalisait une deuxième partie de saison l'année dernière exceptionnelle et qui cette saison est muet. On a un Minamino une fois sur deux et qui surtout s'est fait une grosse blessure qu'on ne reverra sûrement pas en fin de saison. On a un Golovin qui joue une fois sur trois. C'est très compliqué du côté de Monaco, mais on connaît Monaco en deuxième partie de saison. On sait que la machine se met en route et on sait donc que Monaco est toujours un candidat à l'Europe. Maintenant, passons à des équipes qui m'ont surpris. Et je dois le reconnaître, cette équipe de Toulouse m'a surpris. Je voyais Toulouse avoir une saison un peu plus compliquée, eux qui avaient fini 11 et 10e lors des deux dernières saisons. Je les voyais finir plus bas, je ne voyais pas répéter, je les voyais se maintenir bien évidemment, mais je ne voyais pas répéter une aussi belle année. Et pourtant, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont quand même vachement solides. On fait 6-3 face au Paris Saint-Germain dans un match où on est loin d'être ridicule. On égalise avec cette tête d'Hidalgo face à Marseille, on est plutôt solide dans tous les matchs. On a eu certes un passage à vide du côté de Toulouse, mais on reste quand même un candidat sérieux à la haute partie de tableau. Au milieu de tableau, en tout cas, c'est une équipe qui m'a surpris, tout comme Angers. Angers qui, on rappelle, est le plus petit budget de Ligue 1 et qui résiste année après année. Angers qui réalise un début de saison quand même plutôt fou. Certes, on a du mal en attaque, on a du mal à marquer, mais défensivement, on est solide. Et
Et franchement, c'est une très très belle équipe d'Angers qui a cette saison peut-être un fauteuil pour se maintenir. Alors pourquoi pas tenter des choses, pourquoi pas sortir de sa carapace, pourquoi pas révéler certains jeunes, pourquoi pas se développer encore plus. En tout cas, j'en attends beaucoup de cette formation angevine qui a cette fois un matelas et que j'aimerais bien voir s'exprimer. Maintenant, on va passer aux équipes qui ne réalisent pas un bon début de saison, très honnêtement, mais ça devrait passer. On ne les voit pas redescendre en Ligue 2. Je parle bien évidemment de Nice. Comment imaginer que Nice, qui jouait les barrages pour la Ligue des Champions, soit relégué à l'issue de la saison? C'est inimaginable. Je n'ose même pas l'imaginer. Nice qui réalise un début de saison bien horrible. Il y a eu ces défaites à enchaîner. En Europa League, on est 36e sur 36. En Ligue 1, c'est pas bien non plus. Il y a eu certes des victoires un peu plus rassurantes, mais c'était compliqué pour Nice et c'est toujours compliqué. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont se relever. Je les vois pas descendre dans les enfers. Je les vois pas descendre en Ligue 2, très honnêtement. Et je pense que cette pause, mettre une pause, cette trêve leur a fait du bien. Je pense que Nice reviendra dans la partie, mais attention à cette équipe niçoise qui est au bord du gouffre. Et on a appris aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, que Francaise a été limogé. Il va récupérer son salaire, lui qui attendait justement d'être limogé. Et c'est Claude Puel qui reviendra du côté de la Côte d'Azur. De l'autre côté, on a l'équipe de Brest qui réalise un début de saison plutôt mitigé, un très mauvais début de saison, mais qui revient bien. Donc je ne sais pas quoi en penser de cette équipe de Brest, qui, on le rappelle, sort quand même d'une saison dernière, où on accroche quand même les barrages de Ligue des Champions. Certes, on a pris 10-0 face au PSG en aller-retour, mais du côté de Brest, on peut être fier de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est normal qu'il y ait un peu de décompression. C'est normal qu'on ait du mal à répéter les efforts quand on rappelle que Brest, c'est pas non plus le plus gros budget, qu'il y a une construction de stade. C'est pas non plus des conditions idoines pour les joueurs de Brest. Donc on ne leur en voudra pas de simplement se maintenir. Dans la course au maintien maintenant, il y a une équipe que ça me fait mal de voir dans la course au maintien, c'est le Paris FC. On a annoncé une équipe du Paris FC solide qui allait se maintenir plutôt largement et qui, pourquoi pas, pourrait jouer un peu plus haut. Certes, il y a pas eu un mercato flamboyant, mais il y a eu un mercato, je trouve, plutôt intelligent, un mercato solide. Et ça avait plutôt bien commencé, on résistait bien. Du côté du Paris FC, on a un Kebal qui s'est révélé en feu, on a Maxime Lopez qui continuait dans sa lancée. J'aurais aimé voir un peu plus de Crasso. On a eu un Nkambadio qui était en feu, mais qui a reçu Kevin Trapp comme cadeau et qui, du coup, se retrouve un peu plus en difficulté, un peu moins en confiance. On a un Otavio, c'est quand même compliqué aussi. Donc je vois quand même le Paris FC se maintenir, mais ça va être une course au maintien, clairement, pour le Paris FC. Et ce serait dommage de voir une équipe qui a autant de budget et qui peut faire du bien à cette Ligue 1 descendre. En tout cas, ce sera à eux de nous montrer sur le terrain. Hâte de voir ce qui peut se passer du côté de Paris FC. Pourquoi pas des recrues hivernales qui peuvent être intéressantes. On y reviendra sûrement dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le Paris FC joue clairement le maintien. De l'autre côté, on a l'équipe du Havre. Cette équipe de Didier Digard qui fait des belles choses, fait des choses un peu moins bien, comme cette élimination en Coupe de France. Cette équipe du Havre, je la sens quand même assez fragile. J'avais l'impression que cette année, ils avaient eu ce switch après ce maintien à la dernière seconde sur une Panenka d'Abdoulaye Touré. J'avais l'impression que le Havre avait passé un cap, mais là j'ai l'impression que c'est compliqué du côté des Havrais. Et j'ai peur que malheureusement ce soit une descente aux enfers petit à petit, et je les vois pourquoi pas descendre en Ligue 2 malheureusement, même si c'est une très belle équipe qui ne se ferme pas et qui propose du jeu. De l'autre côté, on a Lorient. Lorient que j'avais sous-estimé en début de saison et qui ne nous avait pas montré de belles choses, mais qui ont finalement fait de Francis Leblay mais tout simplement une forteresse imprenable. Qui peut se permettre d'aller à Lorient, à part Lille, pour fouetter le FC Lorient? C'est impossible. Même le PSG a essayé et a fait un partout. Non, plus sérieusement, c'est une équipe de Lorient qui est solide, qui a battu Lyon, qui prend ses armes et qui en essaie d'en tirer le maximum. Et c'est ce qu'on voit match après match. Lorient est une équipe très solide. Je les vois se maintenir, contrairement à ce que j'avais dit en début de saison. Mais attention à la deuxième partie de saison, attention à régler ce problème entre Soumano et Bamba, savoir qui est véritablement le titulaire et surtout de donner la confiance à tous ces joueurs, de mettre en valeur ce Pagis juste sublime et ce capitaine de toujours, Laurent Abergel. De l'autre côté, on a un Auxerre au fond du trou, qui était au fond du trou, tout en bas, dernier, bien relégué également, alors que pourtant ça avait longtemps été Metz. Auxerre n'arrivait plus à gagner. Ils ont relancé petit à petit la machine et ils ont réussi à récolter des points précieux. C'est dommage puisqu'ils auraient pu également réaliser cet exploit face à Lille. Malheureusement, ce match haché a fini sur une tête de Benjamin André 4-3 pour Lille. Auxerre revient. Auxerre sous
la tutelle de Pélissier peut encore une fois se maintenir. Ils ont des armes, ils savent comment faire. Mais attention au promu qui a un peu plus de mal. Pardon, pas au promu, à cette équipe d'Auxerre qui a un peu plus de mal. Et enfin, les deux dernières équipes, les deux derniers du championnat actuellement, le FC Nantes. Et oui, Nantes qui retombe dans ses travers. Il y a eu ces années où on s'est maintenu au barrage, etc. On avait réussi à se qualifier un peu plus largement la saison dernière. Et là, on retombe dans nos travers du côté de Nantes. On a du mal à marquer. Pourtant, on a un Mathis Sabline qui est resté. Un Mathis Sabline qui est remuant. Mais on a beaucoup de mal. Du côté de Nantes, on encaisse beaucoup également. Et même si Anthony Lopez fait des arrêts exceptionnels, c'est compliqué du côté de Nantes. Et je les vois pas quand même descendre. Mais ça va être compliqué du côté du FC Nantes. Metz qui a enchaîné 3 victoires d'affilée. Alors qu'ils étaient eux aussi au fond du trou. Dont cette victoire face au champion actuel, Lens. Metz, c'est une très belle équipe. Ils l'ont montré également face au Paris Saint-Germain, ce match 3-2. C'est une équipe qui a les capacités. C'est une équipe qui peut produire du jeu. C'est une équipe qui pourrait ne pas être relégable. Ça, c'est clair. Ils ont le potentiel pour. Mais malheureusement, on encaisse beaucoup trop de buts du côté de Metz. C'est pourquoi je les vois descendre, malheureusement, même si cette équipe a du potentiel. On passe maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo, les pronos. Et je vais vous donner un prono sur le classement. Je vais vous donner mes pronos sur le classement, mes pronos sur les meilleurs buteurs, mes pronos sur les meilleurs passeurs, mes pronos également sur des petites prédictions personnelles. Pour ce qui est du classement général, je vois quand même le PSG finir champion, mais je vois bien Lens accrocher la Ligue des Champions avec Marseille et également Lille. Lille que j'avais dit, j'avais des doutes, mais au global, je les vois quand même accrocher la Ligue des Champions, cette équipe lilloise. De l'autre côté, du côté des meilleurs buteurs, j'ai longtemps hésité entre Hudson, Edouard et Greenwood, mais je crois qu'au final, mon cœur me dit d'aller vers Greenwood, puisque Greenwood tire les pénaltys. Greenwood est plus solide, je pense, que Hudson Edouard. Il connaît cette capacité à mettre une valise de buts. Il était au même nombre de buts que Dembélé la saison dernière, même si c'est pas lui qui a remporté le titre de meilleur buteur. Je vois Greenwood finir devant Hudson Edouard et Panicelli dans cet ordre-là. Du côté des meilleurs passeurs, je pense que Vitinha va vite reprendre le pas sur Aubameyang. Pourquoi pas un petit Kebal qui peut se glisser ici et là, ou un Thomasson s'il lance continue à être éblouissant. Tout en restant du côté des meilleurs buteurs, je vois la recrue lyonnaise, le maillot qui est du jour dans cette vidéo, marquer plus de 10 buts en son arrivée. Je le vois marquer une quinzaine de buts, toutes compétitions confondues. Et je les vois marquer plus de 10 buts en Ligue 1, ce qui serait plutôt pas mal pour une deuxième partie de saison qui comportera 17 matchs. Hâte de voir ce que peut donner ce Brésilien en Ligue 1. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner en commentaire tes prédictions pour cette Ligue 1, pour cette deuxième partie de saison, à liker et t'abonner si la vidéo te plaît, et à me dire si tu veux la même chose pour la Première Ligue. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo bilan. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Passez un bon nouvel an et on se retrouve tous peut-être l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LD0LD.